Vous l'avez constaté, les marchés financiers rebondissent depuis le début de l'année. Alors, est-ce durable ou n'est-ce qu'un énième soubresaut? Les réponses dans les décideurs de la finance. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour Pareillement. faire un point sur cette marche financière du monde. On aime avoir votre point de vue parce qu'on rappelle que HDF Finance scrute des milliers de fonds et que vous opérez une sélection, c'est ce qu'on appelle la multigestion. Et donc vous avez à ce titre un point de vue d'observation privilégié. On va commencer comme on le fait par ce zoom global. La big picture macroéconomique, je le disais en introduction, on sent que ça va mieux depuis le début de l'année. Est-ce durable pour vous ou est-ce encore un soubresaut malheureusement? Je suis désolé de devoir vous donner plutôt la vision moins positive, sous-entendu dans votre question. Oui, je crois que c'est un soubresaut, je crois qu'on continue à zigzaguer. On sait très bien que les problèmes de fond ne sont pas réglés. Qu'on a des mécanismes, cela dit, pour éviter la catastrophe. Et chaque fois qu'on s'approche du moment où la catastrophe semble imminente et inexorable, eh bien, on a effectivement le petit sursaut de marché, ou en tout cas la mise en place d'un dispositif. Alors là, en l'occurrence, en décembre, c'était donc l'action de la Banque centrale européenne. Alors curieusement d'ailleurs, les gens ont mis du temps à comprendre à quel point c'était une action très significative, puisque ça portait sur un montant d'à peu près 500 milliards d'euros. Ouais, on fait du quantitative easing comme les Américains, mais d'une autre façon en fait. D'une autre façon, on va aller aider plus directement les banques dans la partie qui leur est particulièrement compliquée, qui est le financement d'actifs difficiles à réhypothéquer par ailleurs. Le mécanisme est assez simple. On dit aux banques, voilà, vous pouvez emprunter à 1% et vous refinancez et prêter aux États à 5-6%. Donc ça va renflouer vos fonds propres et ça règle un peu tous les problèmes de dette d'État et de fonds propres des banques. C'est assez malin. Voilà, on veut éviter qu'une crise de financement, et qui soit aggravée par la mise en place de réglementations, BAL 3, ne débouche sur une crise de solvabilité. Donc on donne aux banques tout l'arsenal dont elles vont avoir besoin pour porter cette dette, tous ces morceaux de dette, encore au moins 3 ans. Et on repousse le problème. Et c'est pour ça que vous me dites que ça n'est qu'un soubresaut, que ça ne va pas mieux, parce qu'on ne traite pas le problème, on traite les symptômes. On traite les symptômes. Cela dit, le problème de fond reste le même, c'est-à-dire qu'on a des déséquilibres massifs. La mesure de ces déséquilibres, c'est le montant de dette. Si on ramène le montant des dettes d'État ou parapublic à l'économie, on a des ratios qui sont quand même assez faramineux. Sur une échelle historique, aujourd'hui, on est aux alentours de 300-350%. C'est-à-dire, si on prend en compte, qu'est-ce que vous prenez plus que la dette d'État au sens strict, c'est-à-dire qu'on met là-dedans aussi les dettes de sécurité privées sociale et tout ce qu'on appellerait les entitlements aux États-Unis. Et quand on regarde sur une perspective historique longue, les historiens nous diraient, vous savez, chaque fois que ce ratio s'est approché de 200-250%, ça s'est réglé par la guerre. Bon, on a la chance d'avoir. C'est pas optimiste. C'est pas optimiste. Non, mais en même temps, on peut se dire, c'est bien la preuve qu'on a réussi des choses extraordinaires avec une globalisation et une mise en interdépendance de toutes ces économies. Donc il y a des mécanismes qui sont à notre disposition qui nous évitent les solutions idiotes. Cela dit, on ne voit pas ce ratio pour le moment vraiment diminuer. On voit qu'on a des mécanismes pour éviter l'implosion, mais on ne voit pas ce ratio diminuer. Alors j'ai envie de dire, si j'anticipe la question, j'ai envie de dire, en fait, tout dépend maintenant de la confiance qu'on pourra donner au marché, que maintenir les choses en état du point de vue de la dette se fait avec en toile de fond un progrès et la mise en place de mécanismes plus vertueux. Et c'est votre sentiment, ça? C'est pas joué. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je pense qu'on aura l'occasion à propos de la campagne présidentielle française de voir vraiment ce sujet mis sur la table. L'Allemagne a une vue assez claire de ce qu'il faut faire du temps qui nous serait ainsi donné, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de réformes. L'Allemagne avec le bâton, la carotte, on le voit encore dans le dossier grec. Là, je vous prête 130 milliards si vous acceptez un contrôle budgétaire plus serré. C'est ça. Il faut que cette tension des marchés ait des effets positifs. Il faut que le fait que les choses soient difficiles permette aux gens qui sont au poste de décision de faire comprendre à leurs concitoyens qu'il y a bien l'obligation maintenant de commencer à adresser les problèmes et de prendre les mesures adéquates. On en prend le chemin en France parce qu'il y a cet enjeu de l'élection présidentielle qui est majeur, selon vous? Alors bon, on ne fait pas de politique chez HDF, mais on note qu'effectivement... Non, mais ça a des conséquences économiques fortes. Voilà, il y aura un vrai souci probablement pour les marchés en s'approchant de cette élection, dans la mesure où le candidat socialiste n'a pas encore exprimé clairement
qu'il était contre Sarkozy, bien sûr, mais totalement en accord avec la vision allemande de l'Europe. Au contraire, on voit bien qu'il se ménage des options de ce côté-là. Et donc, dans la mesure où il va mettre... Si les voies entre la France et l'Allemagne commencent à diverger, là, on risque d'avoir un problème en termes financiers, j'entends. Oui, il est possible qu'il y ait une tension sur le spread entre la France et l'Allemagne. On a vu ce spread monter assez haut déjà au moment, en décembre, revenir un peu depuis. Mais autant on peut dire qu'effectivement la perte du AAA avait été parfaitement anticipée, était déjà dans les cours, autant un positionnement dur de François Hollande vis-à-vis de l'Allemagne, disant écoutez, votre vision de l'Europe, on n'en veut pas, elle n'est pas adaptée, pourrait susciter en Allemagne, de la part de quelques-uns, l'envie de dire bon, puisque c'est comme ça, on ne peut pas nous continuer dans ce projet, donc on sort. C'est quoi la position allemande pour vous? C'est de la rigueur, de l'austérité imposée un peu partout à l'Europe du Sud, et c'est ça que pourrait refuser éventuellement je pense que tout tourne autour de l'idée que, il faut bien comprendre que la force de l'Allemagne, c'est évidemment les réformes qu'ils ont faites au niveau du marché du travail et de la fiscalité, mais de manière beaucoup plus structurelle, c'est toute la capacité qu'ils ont à tirer parti de taux d'intérêt bas pour investir. La force de l'Allemagne, c'est de voir loin. Je crois que ce n'est pas par hasard que vous avez un parti écologiste en Allemagne qui est un vrai parti écologiste avant d'être un parti de gauche. Je crois qu'il y a une vraie conviction que prendre des décisions avec des horizons de long terme, au final, est bénéfique. Et quand vous avez des taux bas, ça veut dire que vous pouvez investir. Vous pouvez faire de la recherche et développement sur des sommes plus importantes. Bon, si je résume, on n'a pas réglé cette pyramide de Ponzi. On continue à se repasser le mistigris. C'était de la dette privée, c'est devenu de la dette publique. Maintenant, c'est la banque centrale qui a le problème sur les bras. Et puis, il y a ce danger aussi de divergence entre le couple franco-allemand. Quelles conséquences donc sur les portefeuilles très concrètement? Comment est-ce que vous ajustez Vous faites bien de dire c'est un danger, c'est-à-dire qu'on n'a pas on prend pas l'option de dire très certainement l'Europe implose telle que nous la connaissons. Au contraire, on pense qu'au final, l'opinion serait plutôt majoritairement de dire on évitera l'éclatement de l'euro. Mais simplement, il y aura ces tensions. Donc ça veut dire que sur les marchés actions, on s'attend à ce qu'on continue à être dans du zigzag, grosso modo. On pourrait finir l'année un peu plus haut ou un peu plus bas, mais on ne voit pas de raison d'être particulièrement optimiste. Sans doute sur les marchés émergents, on a des bases pour construire une progression plus forte. Les marchés émergents ont beaucoup souffert les dernières années, en particulier l'année dernière. Et là, on a toutes sortes de raisons fondamentales de penser que les choses peuvent aller mieux. Les États-Unis risquent de plutôt un peu décevoir. Parce que ça allait mieux aussi? Il y avait des petits signaux? Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont quand même d'assez court terme. Et puis que la perception générale est déjà très optimiste sur les États-Unis, à considérer que la Banque centrale sera toujours capable de fournir toutes les liquidités nécessaires. Il y a un moment donné où je crois que les Américains, et on le verra sans doute là aussi, c'est le phénomène d'élection. Vous avez des élections dans finalement beaucoup de pays cette année. Il est probable qu'il y aura une obligation de faire preuve d'une certaine retenue, qui n'est peut-être pas dans les prix aujourd'hui, du point de vue de l'utilisation des outils de quantitative easing. Voilà. Alors, donc les equities, c'est une vision assez mixte. On pense que sur le crédit, il y aura des opportunités assez sympathiques, surtout parce qu'on passe par des moments de crise où les rendements s'élèvent beaucoup et où on est très bien rémunéré finalement pour prendre des risques de crédit qui s'avèrent intéressants à prendre, puisque le défaut, lui, sera finalement écarté. C'est ce que vous nous disiez en introduction, c'est que on fait tout pour que le système ne se crache pas, mais en même temps, on ne résout pas forcément le problème encore. Voilà, donc on se fait peur de temps en temps, et quand on se fait peur, c'est l'occasion d'aller prêter, puisqu'on sait qu'au finalement, on reverra très probablement son argent. Bon. On va finir avec aussi un mot sur l'alchimie de ces portefeuilles entre la direction. Comment est-ce que vous... Oui, si on fait le pari que donc on peut aller chercher du rendement du côté du crédit, on a quand même toujours le risque de se tromper, d'être dans le scénario dans lequel ça ne se passe pas bien. Et donc pour ça, il nous paraît qu'une bonne façon de construire les portefeuilles, c'est d'avoir des protections, c'est-à-dire des positions confiées à des gérants qui savent ne pas faire grand-chose quand il ne se passe pas grand-chose, voire perdre éventuellement un peu d'argent, mais de façon très limitée. Et par contre, de très bien performer dans les moments très chauds. Que l'accident finalement ait lieu ou pas, peu importe, ça donnera le même résultat d'un point de vue financier. Donc ça permet d'amortir bien la volatilité des portefeuilles. Donc un gros morceau de directionnel et une pincée... Directionnel crédit, j'insiste. Et disons que sur les actions, ça peut être directionnel aussi, mais ça doit rester tactique et toujours confié à des gérants qui ont une bonne lecture de la carte macro. D'accord. On finit
par un mot d'HDF Finance, parce que Décideur TV, c'est aussi une télé consacrée à la vie des entreprises et aux entrepreneurs. Et la gestion, c'est un métier d'entrepreneur. Actuellement, vous discutez avec des partenaires, c'est bien ça, j'ai bien compris? Oui, alors HDF va bien. Je crois qu'on a eu une année 2011 sur le plan des résultats par rapport à tous nos concurrents, qui démontre que tous les mécanismes sont en place, on fonctionne bien. Il y a eu une intégration d'un certain nombre de personnes en début d'année, ça s'est très bien passé. Et donc c'est le bon moment effectivement pour regarder l'avenir, pas des prochains 6 mois ou 1 an, mais vraiment des 10 prochaines années. En réfléchissant aux structures vraiment de ce marché, aux bénéfices et aux inconvénients d'être indépendant. Donc jusque-là, HDF a toujours été très axé sur cette politique d'indépendance qui a ses bénéfices. Depuis quelque temps, effectivement, l'actionnaire réfléchit à des pistes qui permettraient d'aller trouver des synergies. Ça veut dire la fin de l'indépendance en fait, hein? Ça peut vouloir dire à terme la fin de l'indépendance, en tout cas telle qu'on la connaît. Maintenant, il est certain qu'aujourd'hui, HDF représente un petit joyau du point de vue de l'accès à certains investisseurs, notamment domestiques, institutionnels en France, et aussi du point de vue d'une expertise sur un segment du marché qui est très petit, mais sur lequel il y a quand même la capacité, vous le disiez tout en introduction, un accès à l'intelligence du monde. Enfin, nous-mêmes, on n'est pas très intelligents, mais on a un accès qui est quand même assez unique. Donc, ça représente un certain nombre d'atouts qui peuvent être peut-être leveragés de façon plus efficace à travers un dispositif plus ample. Donc, en clair, vous discutez avec un partenaire industriel pour une prise de participation minoritaire pour l'instant? Oui, tout à fait. D'accord. On peut dire qui? Non, c'est trop tôt. Il n'y a pas d'ailleurs une discussion, il y a plusieurs discussions. Mais probablement les choses vont se décider dans les prochains mois. On parle de quelque chose qui devrait se passer en 2012. Vous viendrez nous en reparler. Merci Pierre. À bientôt. Merci à vous Thomas. Au revoir.